Bonjour, alors bienvenue à cette rencontre sur les symptômes post-traumatiques. Alors, mon nom est Suzanne Masson. Je suis coordonnatrice pour les services aux proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Et cette diffusion est rendue possible grâce à l'aide financière de l'appui Capital National que vous voyez au bas de l'écran. Voilà. Alors, pourquoi parler des symptômes post-traumatiques? J'ai décidé de vous présenter ce sujet-là aujourd'hui parce qu'on est en période de pandémie, parce qu'on arrive à la 6e, 7e semaine, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez euh, sur le globe terrestre, et surtout parce que j'entends autour de moi différentes réactions et symptômes de la part des gens, et beaucoup de monde se pose des questions. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Donc ici, il est démontré que les personnes qui bénéficient d'un bon soutien social durant et après une crise peuvent mieux s'adapter que celles qui ont le sentiment de ne pas avoir été soutenues. Alors, retenez ici ce qui est important, c'est celles qui ont le sentiment. Alors, si vous avez l'impression, même s'il y a beaucoup de gens autour de vous, mais si vous avez l'impression de ne pas être entendu, ou si vous êtes proche aidant et que votre aidé a des comportements un peu particuliers, on va voir ça tout à l'heure, peut-être que cette personne-là n'a pas l'impression d'être entendue dans ce qu'elle vit ou compris dans ce qu'elle vit présentement. Peut-être même qu'elle-même ne comprend pas ce qu'elle vit présentement et elle a besoin de support. Alors, cette sensation-là de ne pas être soutenue, de ne pas se sentir soutenue, a beaucoup d'impact sur les symptômes qu'on va regarder ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre le temps de regarder ça. Aussi, on parle de symptômes post-traumatiques, pourtant, on est durant la pandémie. Alors, vous savez, dans le DSM-5, là, qui est l'espèce de gros dictionnaire en santé, que les médecins et scientifiques utilisent pour diagnostiquer une maladie. On dit que le symptôme post-traumatique habituellement arrive un mois on va l'identifier un mois après l'exposition à un traumatisme. Et lorsque on est entre 3 jours et avant un mois, on va parler d'un stress aigu. C'est quand ça se prolonge dans le temps qu'on va parler de stress post-traumatique. Alors, je vous rappelle, là, pour ce qui est de la pandémie actuelle, on dépasse le mois. C'est ce qui fait qu'il y a des symptômes qui peut-être apparaissent ou semblent s'installer de façon permanente. On va les regarder ensemble et on va pouvoir regarder ça. Mais ce que je tiens vraiment à vous rappeler, ce qui est important, c'est le sentiment de se sentir soutenu. Alors, qu'il y ait au moins un endroit, une personne où on puisse ventiler ou communiquer comment on se sent et se sentir compris. Voilà, on va aller tout de suite dans les signes de détresse et les symptômes physiques. Là, il y en a une partie. Alors, quand même, il y en a plusieurs. Les pleurs, la tristesse. J'ai beaucoup entendu parler de tristesse et les gens parlaient d'un down, d'avoir une impression que plus d'énergie, complètement désorganisée ou pas de pas d'intérêt au quotidien et à la vie en général, vraiment une baisse d'énergie importante la semaine dernière. Alors, vous voyez, après 4 à 5 semaines selon les endroits où on se trouve. Bon, les humeurs dépressives, l'anxiété, les peurs, les inquiétudes, les appréhensions, les anticipations, hein, on va mettre là-dedans l'anxiété. Quand on anticipe, c'est de l'anxiété. Les insomnies, ça, il y en a depuis le début. On en entend parler depuis le début, des cauchemars aussi. La colère, l'irritabilité, beaucoup lorsqu'on est en public ou lorsqu'on voit ou on constate des comportements qui ne correspondent pas à ce qui est demandé présentement. On demande présentement de la distanciation, de rester le plus possible à la maison. Et il y a des endroits même où présentement on peut aller, comme certaines épiceries ou magasins,
qui sont ouverts, on va demander une personne par famille ou une personne par panier. Alors, c'est un peu particulier, mais en tout cas, sans se poser trop de questions là-dessus, souvent, c'est là qu'on va voir des colères, des réactions d'irritabilité, de la culpabilité aussi, de la honte, surtout chez les gens qui ont des symptômes du COVID. Et les gens qui ont le COVID se sentent vraiment coupables et de plus en plus, là, on l'entend, là, d'avoir peur de contaminer des gens ou d'être conscients qu'ils ont contaminé des gens. Ils se sentent vraiment coupables de ça. Écoutez, c'est comme une grippe, là. Est-ce qu'habituellement, on se sent coupable de donner la grippe à quelqu'un de façon involontaire? Alors, il faut travailler là-dessus. La confusion, couper de la réalité, des torpeurs, de la désorientation, ça, c'est beaucoup plus particulier. On va s'en parler dans la prochaine diapositive, on va aller plus en profondeur. Se renfermer, être incapable de s'occuper de soi et de ses proches. Alors, si vous êtes dans un proche aidant et vous êtes dans cette partie-là, ça va être important d'aller chercher de l'aide et vraiment essayer, je dis essayer parce que c'est quand on est en choc post-traumatique, c'est vraiment pas facile. D'essayer de communiquer votre malaise ou votre besoin. On va aller décortiquer dans la prochaine diapo ici. Donc, je vais vous parler donc des diagnostics de DSM-4, DSM-5, excusez-moi, ça c'est l'ancien DSM-4. Pour ce qui est, c'est parce que c'est un peu long, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis, puis de toute façon, on est là pour se parler. Alors, on va parler d'événements post-traumatiques ou de chocs post-traumatiques lorsque quelqu'un est exposé à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Est exposé à une ou des morts, des blessures graves, des violences physiques, sexuelles, psychologiques. On peut l'avoir vécu, l'événement, d'une façon directe, c'est nous-mêmes, on l'a vécu, ou on peut l'avoir vécu de façon indirecte. Présentement, avec la pandémie, il y a des deuils, il y a des gens malades. Si ça se trouve près de vous, même si c'est pas votre père, votre frère, votre sœur, votre mère, c'est un voisin ou quelqu'un que vous avez connu un jour et vous voyez que cette personne-là est malade ou décédée, c'est possible que ça vous atteigne beaucoup plus que vous auriez pu le penser à n'importe quel moment de votre vie, là. Mais on est donc dans la période du choc post-traumatique. Être témoin d'une situation, ça fait partie aussi des possibles événements traumatiques. Apprendre qu'un événement a été vécu par quelqu'un, bon, ben là, on entend parler de certains drames dans certains centres d'hébergement de soins de longue durée ou des personnes âgées. Bon, on a eu une histoire, là, que les gens ont été plus laissés à eux-mêmes, puis donc des gens sont décédés. De savoir que quelqu'un que vous connaissez, même si c'est quelqu'un, c'est une connaissance, c'est pas un ami, c'est pas un membre de la famille, ça se peut que ça vous atteigne et que ça vous amène des pleurs ou une tristesse et que pourtant cette personne-là, c'est pas quelqu'un d'émotivement près de vous. C'est possible parce qu'on est en période de traumatisme. Vivre de façon répétée une situation extrême. Alors là, on est vraiment dedans. Alors, on le vit de façon répétée tous les jours et on ne sait pas quand ça va finir. Alors, c'est ce qui nous amène dans le traumatisme là, concernant la pandémie actuelle. Il y a aussi d'autres symptômes qu'on va appeler intrusifs. Des souvenirs. Le fait de vivre la pandémie, je pense à des gens peut-être qui ont connu la Première, Deuxième Guerre mondiale, la crise économique, des gens qui auraient pu connaître l'arrivée du VIH de façon plus près, peut-être en étant travailleur ou quelqu'un qui a été contaminé ou qu'un membre de votre famille est décédé du VIH qui a été considéré comme étant presque une pandémie au début. C'était une maladie à déclaration obligatoire à cause des problèmes que ça amenait partout à travers le monde au début. Le H1N1. Alors, juste de refaire des liens avec ce souvenir-là
peut être suffisant pour réveiller un traumatisme antérieur. Ça peut amener des rêves répétitifs où vous vous sentez attaqué, où vous avez l'impression que vous n'avez pas de pouvoir sur ce qui se passe, ou ça peut même vous amener à avoir peur de vous endormir pour ne pas refaire ce rêve-là, ce cauchemar-là. Donc, on est dans le choc post-traumatique. Là, je vous décris, hein, il y a plusieurs éléments qu'il faut considérer. Aussi, on appelle ça une réaction dissociative. Souvent, on va dire des flashbacks. Vous êtes dans un endroit, il y a un mouvement de personnes et ça vous rappelle une image, quelque chose que vous avez connu, qui a été traumatisant, et ça vous ramène dans l'état, dans l'émotion et dans la crainte que vous aviez à ce moment-là. Pourtant, c'est complètement différent ce qui se passe. Ça peut être banal. Je me souviens, à un moment donné, quand on travaillait après les incidents du World Trade Center, quand on travaillait sur l'impact traumatique et comment relever de tout ça et la violence que ça avait amené et l'impact psychologique. À un moment donné, on a parlé d'enfants soldats qui étaient arrivés ici au Québec, plus particulièrement à Montréal. Et simplement, un jeune, un adolescent avait rapporté qu'il s'était complètement désorganisé, il avait dû être amené en psychiatrie, avoir des traitements. Après quelques semaines, ça a quand même été long, on a pu il a pu retrouver son calme et il a pu réidentifier l'élément déclencheur de sa désorganisation. Il a vu quelqu'un avec des bottes qui ressemblaient à des bottes de soldats dans l'autobus. Juste de voir les bottes, ça l'a ramené dans la situation qu'il avait vécue dans son pays où les gens étaient tués et maltraités par des soldats. Alors, vous voyez, c'est une chose qu'on peut trouver banale, mais qui est plein de symboles et qui peut être représentatif émotivement dans le vécu d'une personne. C'est ce qui va faire les chocs post-traumatiques de ce qu'on appelle le flashback. La détresse psychologique intense, ça peut être prolongé, ça peut être de façon assez spontanée. Il peut arriver quelque chose écoutez, quelque chose de simple comme, je prendrais comme un exemple, vous êtes en voiture, vous vous êtes stationné, quelqu'un a accroché votre véhicule, bon, il n'y a pas de graves dommages, mais ça a fait des éraflures. Vous vous apercevez que votre réaction est trop, est exagérée par rapport à ce que vous vivez, que vous vous mettez à pleurer, à crier, puis, quand vous reprenez votre calme, vous comprenez que vous avez tellement eu l'impression d'avoir perdu du pouvoir dans ce qui se passait, puis d'être atteint dans votre dignité, dans votre personnalité, juste avec ça. Ça peut paraître banal pour quelqu'un d'autre, mais pour vous, vous l'avez vécu comme une atteinte à votre personne. Alors, ça explique. Donc là, on est donc dans la détresse psychologique intense parce qu'il y a une situation X et ça vous amène à une détresse réelle. Vous le vivez réellement. C'est pas, vous n'êtes pas des acteurs de théâtre, là. Vous vivez vraiment l'émotion, là. Alors, puis vous avez besoin de support pour revenir à vous. Alors, c'est important de pouvoir en parler. Ayez pas peur d'en parler. C'est important d'aller chercher du support pour ça. Vous pouvez même avoir des réactions physiologiques. Vous pouvez avoir des nausées, des maux de tête. Vous pouvez avoir même une désorganisation au niveau des hormones parce qu'il y a un choc traumatique. Alors, vous vous ramassez avec des problèmes d'urticaire, des problèmes de peau, des crampes abdominales, une douleur dans le dos, beaucoup de difficultés à vous mobiliser. C'est tout ça qui peut faire partie du choc post-traumatique. Vous voyez comment c'est vaste, alors c'est difficile aussi à diagnostiquer. Il peut y avoir des situations un peu plus, mon Dieu, comment je pourrais bien dire, inattendues, comme de l'évitement. Alors, pour ne pas avoir à revivre le traumatisme, votre cerveau, c'est inconscient ce qui se passe, va vous amener à éviter des endroits, des souvenirs, certains types de communication, des musiques, tout ce qui touche vos sens, va tenter d'éviter en vous protégeant là, de ces choses-là. Admettons que dans le traumatisme actuel, pensez juste que moi, je me dérume beaucoup
Si je suis dans un endroit public, d'ailleurs, c'est une blague que mon conjoint fait souvent, ne tousse pas, ne te dérume pas, tout le monde va se sauver ou on va te mettre dehors. Mais c'est ça, c'est que présentement, tout ce qui a l'air d'un rhume ou d'une grippe fait peur à tout le monde. Alors ça, c'est l'évitement, donc ça fait partie du choc aussi. Et il y a aussi le désir ou l'évitement de vouloir éviter de parler ou d'entendre parler de certaines choses. Là, il y a comme un épuisement d'entendre beaucoup parler du COVID et des recherches et tout ça. Bien, c'est normal. Alors, choisissez une fois par jour ou quelques fois par semaine une source d'information que vous savez fiable et laissez faire les autres pour quand même vous tenir au courant, mais c'est normal que vous ayez le goût d'éviter d'en parler, d'en entendre parler et de rencontrer des gens qui pourraient vous en parler ou qui pourraient vous rappeler que ça existe. On va regarder tout à l'heure nos ressources. Il y a aussi, bien, il peut y avoir des changements dans votre humeur, là, soyez pas surpris de ça. Des rumeurs qui pourraient être, comment je pourrais bien dire, non concordantes avec ce qui se passe. Quelqu'un est venu vous porter, vos petits-enfants ou vos enfants sont venus vous porter, c'était votre anniversaire, sont venus vous porter un cadeau au pied de la porte. Ils sont loin, ils vous envoient des babas, vous embrassent, vous êtes content, mais vous pleurez. Vous pleurez continuellement. Ils sont partis, vous pleurez continuellement, mais vous vous sentez en détresse, triste. Pourtant, c'est joyeux ce qui vient de se passer. Alors, donc, vous êtes dans le choc post-traumatique. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vivre le moment joyeux parce que toute votre énergie est à ce que vous perdez de contact, de bonheur, de serrer les gens. Et ça, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une vidéo sur comment se rassurer, comment se faire du bien, comment se prendre dans nos bras autrement. Peut-être qu'on va regarder ça un petit peu plus tard parce que c'est important. L'être humain a besoin d'être touché. Aussi, faites attention aux croyances que vous allez alimenter, de vous trouver incompétent, incapable, inadapté, dangereux pour les autres. C'est que là, vous êtes vraiment trop atteint et personnellement par tout ce qui se passe. Même si vous êtes porteur du COVID, même si vous avez été traité et que ça va bien et que vous vous sentez encore, euh, comment je pourrais dire, méchant ou pas une bonne personne parce que vous avez contracté le microbe, le virus, ben non. C'est important d'en parler, d'aller chercher de l'aide. Vous êtes dans le choc post-traumatique. Je vous le rappelle, là, c'est comme le choc post-traumatique, c'est comme avoir une vie à côté de notre vie. Et il se passe plein de choses d'inhabituelles et dans votre tête et dans votre corps, difficiles à contrôler. Hey, retenez ça. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et dont vous n'avez pas du pouvoir, et c'est important d'aller chercher de l'aide. Il y en a vraiment beaucoup, là. Écoutez, j'en ai 5 pages de tous les symptômes. Je pense pas que c'est important pour nous de tout regarder ça, mais tout ça pour vous rappeler que dans les choses que je viens de vous nommer, si vous en identifiez quelques-unes, que vous soyez l'aidant ou l'aidé, c'est important d'aller chercher de l'aide. Comment voulez-vous donner du support à quelqu'un alors que vous vous sentez ébranlé par quelque chose? C'est important d'avoir bon, près de moi, il y a des gens qui sont dans la médecine, dans les soins de santé et je leur rappelle, parce qu'ils ont des baisses d'énergie, bien sûr, je leur rappelle, traite-toi toi-même, sois bon pour toi, soigne-toi d'abord avant de pouvoir soigner les autres. Rappelez-vous, quand on va en avion, hein, dans les exercices en cas de crash, on nous dit de se placer nous-mêmes le masque respiratoire avant de le placer à un enfant ou à une personne qui a besoin d'aide. La raison est simple. Si vous le placez à la personne et que vous manquez d'air, vous n'aurez rien réussi là. Mais si vous le placez à vous, que vous réussissez à aider une, deux, trois autres personnes, là, c'est mieux. Alors, c'est la même chose là. Quand il y a quelque chose et que vous vous sentez atteint,
c'est important de prendre soin d'abord de vous, d'aller demander de l'aide pour vous et de l'aide pour l'aider momentanément. Et quand vous vous sentirez mieux, vous allez pouvoir dire à ces gens-là, merci, on n'a plus de besoin. Mais il faut accepter de recevoir et de demander de l'aide. Ça, c'est le premier pas, c'est de demander. Oui, je voulais aller à l'autre diapositive, excusez-moi. Donc, autant pour vous, mais si vous êtes l'aidant, donc il faut essayer d'aborder la personne qui pourrait avoir besoin de soutien. On peut penser, si vous êtes auprès d'une personne qui a présentement une déficience physique, intellectuelle, une personne âgée, vieillissante, ou une personne confuse, une personne qui a un trouble neurologique, on peut être porté peut-être à penser que non, son quotidien n'est pas changé, on continue de manger aux mêmes heures, se lever aux mêmes heures, se coucher aux mêmes heures. On peut penser que cette personne-là n'aurait pas besoin d'aide. Bien, on va se tromper. Ce qui se passe présentement au niveau mondial, ça touche tout le monde. Qu'on soit conscient ou pas de tout ce qui se passe, qu'on comprenne ou pas tout ce qui se passe. On communique ça entre nous. La tension se communique entre nous. Écoutez, moi, j'évite d'aller faire l'épicerie. Je commande et je vais chercher ou je fais livrer, juste parce que cette tension-là, des gens qui s'observent, de tout le stress de est-ce que j'ai le 2 mètres, je ne l'ai pas. Pour moi, là, c'est comme non, c'est trop. Je vais prendre soin de moi, puis pour prendre soin de moi, je commande. Alors, il faut être conscient de tout ça, qu'on reçoit le stress des autres, même si on ne les connaît pas, même si, pensez juste à un phénomène de groupe quand on va à des spectacles et que quelqu'un se met à chanter, tout le monde se met à chanter. S'il y en a un qui se met à hurler, tout le monde se met à hurler. S'il y en a un qui se met à courir, tout le monde se met à courir, ça ne sait pas pourquoi. Pensez juste au début de la pandémie. Les gens se sont lancés à acheter des papiers de toilette et des gens en achetaient sans savoir pourquoi ils en achetaient, juste parce qu'ils avaient vu quelqu'un le faire. Ça, c'est un phénomène inconscient là, qui est souvent, qui arrive souvent chez l'humain. Il ne faut pas vous inquiéter de ça. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que même si quelqu'un ne vous semble pas conscient de ce qui se passe, il va quand même recevoir cette dose d'anxiété-là, ce stress-là, parce que ça se communique entre nous, c'est dans l'ambiance de tout le monde. Même si vous vous dites, ben, je suis l'aidant, je suis seule avec l'aidé, ben non, je ne suis pas si stressée que ça. Vous vous en rendrez peut-être pas compte. Mais oui, ça a de l'impact. Alors, il faut juste être vigilant là-dessus et donc être attentif parce que le choc, c'est quelque chose qui est envahissant. La personne n'a pas toujours la capacité de demander de l'aide. C'est pas juste au niveau de différentes atteintes neurologiques ou autres. C'est parfois juste parce que, comme vous et moi, cette personne-là ne réalise peut-être pas qu'elle est en train de vivre dans un choc post-traumatique. Que ce qu'elle vit, ça appartient au phénomène actuel. Oui, avant de tourner mes pages, je pense que je vais changer votre diapo. Voilà. Alors, même si certains besoins vous apparaissent évidents, ce qui est important, c'est de demander à la personne de nommer ses besoins, ses préoccupations actuelles. Alors, on reste dans le ici maintenant. On amène à verbaliser, mais pas à dire nécessairement qu'est-ce que tu penses de la situation. Oui, si il se passe quelque chose à la télévision, que la personne vous dit c'est effrayant ce qui se passe. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Parle-moi de ce que tu en penses. Mais pas aller spontanément demander s'il n'y en est pas question, si ce n'est pas soulevé comme sujet, allez pas chercher ça auprès d'une personne qui vit le choc. On peut utiliser, parce que là, on a parlé de peut-être des gens qui pouvaient avoir une déficience physique, intellectuelle, un trouble neurologique, quelqu'un qui est très vieillissant. Des fois, on peut aller chercher de l'information ou amener la personne à exprimer comment elle se sent. C'est surtout ce qu'on veut. Pas aller chercher de l'information, je m'excuse, c'est beaucoup plus d'amener à exprimer ce qu'elle ressent par des gestes, en utilisant des chansons, en faisant bouger la personne, en faisant dessiner, en faisant montrer des choses. Ça va amener la personne à faire des liens et peut-être à vous dire
Ben, admettons que vous êtes avec une personne âgée, puis que vous entendez une musique, vous dites: «Ah, on va danser, ça va nous changer les idées» ou peu importe. Et peut-être la personne va vous dire: «Ah oui, je me souviens, après la guerre, tout le monde dan» OK, après la guerre, tout le monde dansait. Est-ce que tu trouves que présentement, tu vis quelque chose qui ressemble à ça? Oui, on danse ensemble. On danse ensemble, on n'est pas après la guerre. Non, mais on vit quelque chose. On vit que tu as raison. Alors là, c'est le temps de valider. Oui, il faut dire à la personne: «Oui, j'entends ce que tu me dis. Moi, je pense que je suis en train de devancer une diapositive», mais pour la validation, c'est toujours de reconnaître l'émotion de la personne. Essayer de ne pas rationaliser. «Oui, mais là, tu sais que la guerre est finie depuis, 1945». On ne dit pas ça. On va plutôt aller dans: «Oui, ça a été des moments difficiles, c'est bien». Tu vois comment la société a bien cheminé depuis ce temps-là, comment on a évolué. Ça, c'est un rationnel qu'on peut amener. Comment tu te sens avec toi? Qu'est-ce que tu as fait, toi, après la guerre? On l'amène vers autre chose. On l'amène vers, un cheminement de la personne pour amener à tout à coup se dire que la personne pourrait comprendre: «Oui, j'ai déjà traversé des moments difficiles et j'ai réussi à passer à travers». On va y revenir de toute façon. Définissez avec la personne ce qui est plus important pour elle à ce moment précis. Ici, maintenant, retenez ça. Il faut essayer d'avoir le focus sur le ici, maintenant. On est dans une période où on ne sait pas c'est quand la fin de ça. Et à quel moment on va vraiment pouvoir reprendre toute cette liberté qu'on avait d'aller où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Ça va revenir. Mais quand, personne ne le sait. Alors, ce qui est important, c'est de mettre votre énergie sur ici, maintenant. On n'a pas de pouvoir sur ce qui était avant. Ce qui était avant, c'est arrivé, on ne peut pas le défaire. Ce qui arrivera demain et après-demain, non plus, pour le moment, vous ne pouvez rien faire avec ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est choisir le moment actuel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Je suis trop triste, je suis pas capable. Vous avez besoin de pleurer? Pleurez. C'est, laissez-vous vivre le moment actuel. Ce qui est important, c'est d'accepter de vivre les choses à mesure où elles se présentent. Ce qui est important, c'est de cheminer dans votre quotidien. Notre prochaine rencontre là, qui est à la fin du mois, je vais vous parler comment la routine peut venir vous aider. C'est un concept que j'ai utilisé beaucoup de fois, puis vous allez voir, c'est vraiment bien là, pour nous aider à cheminer et à traverser des moments difficiles. Alors, donc, reconnaître le moment, rester, garder cette pensée-là dans votre tête. Alors, là, on est dedans. Écoutez, calmer et valider. Alors, ça va vous demander d'être calme et très patient avec vous, d'abord, et avec les autres. Restez en contact avec la personne. Alors là on s'imagine que vous êtes l'aidant et que vous avez un aidé qui vit présentement le choc post-traumatique. Là, on est tous dedans, je vous l'ai dit, là. Alors, ça vous demande encore plus d'énergie. Prenez soin de vous, d'abord. Ensuite, prenez soin de l'autre. Restez vraiment en lien, ça ne veut pas dire de toujours être en contact avec la personne 24 heures sur 24. Regardez, présentement, sur l'île d'Orléans, on offre de l'accompagnement téléphonique auprès d'environ près de 40 personnes, justement pour garder un contact. Bien, on va appeler certaines personnes une fois par jour, d'autres une fois par semaine, d'autres une fois par 2 semaines. Alors, vous voyez, c'est chacun sait ce qui est bon pour lui. Alors, on laisse chacun décider. Garder le contact, rester en contact avec la personne, ça veut juste dire que on ne coupe pas la communication. C'est pas parce que vous ne pouvez pas voir des gens actuellement. Bon, je peux pas voir mes enfants, ben ça donne rien, là. Parler au téléphone, essayer d'aller sur la galerie pour se voir à 2 mètres ou arrêtez ça, là. Arrêtez de voir les interdits tout de suite. Regardez les possibilités pour garder les contacts. Écrivez, si téléphoner, voir, c'est trop difficile, trouvez d'autres moyens de garder le lien avec la personne, envoyer des petites lettres par la poste, trouvez des façons de faire qui pourraient vous faire du bien
Même si c'est de tenir un cahier que vous n'envoyez pas, des notes journalières que vous tenez et que vous allez communiquer plus tard. Si ça vous fait du bien, faites-le comme ça. On ne pousse pas les gens à parler. Des silences, c'est très important. Quand on est avec une personne, on tient compagnie, je suis toujours dans le cheminement d'aidant-aider. Des fois, c'est d'être là. C'est ça qui compte le plus. Et je vous dirais que dans le choc post-traumatique, pour calmer un traumatisme, pour accompagner un traumatisme, la présence, être là, sentir que quelqu'un est là pour moi, quelque part, capable de m'entendre, c'est un cadeau de la vie, ça, là. Alors, on ne pousse pas les gens à parler, on vit le silence, on accueille ce qui est dit, on n'est pas obligé d'investiguer, on ne joue pas au thérapeute, on fait juste accueillir et d'essayer de voir avec la personne qu'est-ce qu'elle a fait avec ça, quel pouvoir elle a sur son cheminement actuel. Des fois, on a tendance à faire ça. Quelqu'un parle de ce qu'il vit, puis on fait Ah oui, moi aussi j'ai vécu ça. Oui, c'est pas le moment. Dans le choc post-traumatique, si on ne fait que se communiquer comment on vit le traumatisme, on n'est pas centré sur rien d'autre, on ne s'accompagne pas. On fait juste ventiler. C'est quand même bien, mais comme on ventile du trop-plein, les deux, on n'avancera pas. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un petit peu plus d'aplomb puis qui a fait un petit cheminement qui lui permet d'accueillir l'autre sans nécessairement faire un lien avec toutes ses expériences et de communiquer son expérience. C'est ça, on ne demande pas aux gens de raconter qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es dans cet état-là, pourquoi tu me parles d'après la Deuxième Guerre, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Non, non. Écoutez qu'est-ce que la personne vous dit. De danser maintenant, ça me rappelle quand il y a eu la fin de la guerre. C'était bien, hein? La fin de la guerre, là, c'était la paix, tout le monde était heureux. Est-ce que c'est ça que tu me dis? Est-ce que tu es bien là, pendant qu'on danse? Est-ce que c'est ça que tu me dis? On accompagne, on écoute de quoi la personne nous parle. Elle nous parle-tu d'un moment de calme, d'un moment qui lui fait du bien? Donc, si danser, écouter de la musique, bouger fait du bien, on le refait. C'est des petites pistes pour réagir, intervenir. Accepter ce que la personne décrit sans nécessairement présentement, là, ce que je constate, c'est beaucoup de sympathie. Oh, pauvre elle, oh mon Dieu, c'est difficile pour tout le monde, oh mon Dieu. OK, OK, on arrête ça. Ce qu'on a besoin dans le choc post-traumatique, c'est de l'empathie. Ça nous prend quand même quelques personnes qui ont de l'empathie. Et c'est pour ça que présentement, on a tant de sympathie envers les soignants. C'est qu'eux sont empathiques. Ils ne parlent pas d'eux. Ils vont pas chercher leur bénéfice personnel à prendre soin des autres. Ils le font parce que c'est un engagement qu'ils ont pris dans leur vie par rapport aux autres personnes, par rapport à la société, par rapport à leur cheminement de carrière. C'est un choix qu'ils ont fait. Alors, c'est leur empathie qui est si accueillie. Et c'est ce qu'on a besoin, c'est de l'empathie des gens capables de comprendre sans pleurer avec nous. Des gens capables de cheminer avec nous sans devenir malades avec nous. Est-ce que vous comprenez la différence, là? Mais c'est ça, dans la sympathie, on va pleurer avec la personne. Dans l'empathie, on va ressentir, on sait très bien que la personne est triste, mais on va être capable de l'accompagner sans pleurer. On pleurera peut-être après. Si la personne démontre des signes de détresse importantes, d'abord, on l'aide à retrouver son calme, puis on la laisse pas seule. Ça se peut qu'il y ait des périodes, comme tout à l'heure, je vous disais, qu'un déclic fasse réveiller une émotion et que la personne soit en pleurs ou tout à coup soit paniquée, aille dans la chambre, s'isole ou il peut y avoir des comportements que vous ne comprenez pas. Là, donc, on a un signe de détresse, une réaction de trauma. Ce qui est important, c'est de parler doucement, d'accueillir la personne dans ce qu'elle vit, de l'aider à reprendre un calme, de lui rappeler qu'elle est en sécurité, qu'elle est avec quelqu'un qui l'aime, que l'endroit où vous êtes, c'est sécuritaire, qu'il n'y aura pas de danger, que vous allez prendre soin d'elle. Et quand vous voyez que le calme est rétabli, laissez-la parler ou pleurer ou faites attention, par exemple, si la personne
des problèmes, a tendance à aller vers de l'alcool, des psychotropes, des médicaments, essayer de garder un certain contrôle là-dessus pour dire: «Attends, on va consulter, on va aller chercher de l'aide, on va cheminer là-dedans». Alors ça, c'est, important lorsqu'il y a, une situation de détresse particulière. Oups! Excusez-moi, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, hein? Bon, voilà. OK. Donc, ben, vous allez le voir à la fin, là, cette présentation-là est basée sur, lorsque des gens vivent des inondations ou des situations particulières. Alors, il y a des éléments que j'ai quand même laissés là, parce que je trouve ça important. Alors, il faut aider la personne à identifier ses besoins les plus urgents en les classant. De quoi qu'est-ce qui est le plus, important pour moi? Est-ce que j'ai besoin d'être à l'abri? Est-ce que j'ai besoin d'être nourri? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai des problèmes d'hygiène? Est-ce que mes animaux domestiques sont en danger et ça m'insécurise? Est-ce qu'ils sont loin de moi et j'ai besoin de les avoir avec moi? Est-ce que je peux les avoir avec moi? Hem, où sont les services de santé? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé chroniques? Bon, moi ici, quand je vous parle, on est à l'île d'Orléans. Bon, l'été, ça circule quand même assez bien, mais il y a un délai important, en tout cas considérable pour le déplacement des ambulanciers quand il y a un problème de santé ou une blessure grave. Alors, ça peut faire que la personne va avoir un stress important qui va s'installer. Donc, qui va amener peut-être un choc post-traumatique par la suite. Alors, c'est important de rassurer et d'identifier ce besoin-là. Juste de dire, «Tu t'inquiètes pas, les secours s'en viennent, il y a des premiers répondants qui vont arriver d'abord et ensuite les ambulanciers» et tous ces gens-là sont qualifiés donc pour intervenir. Hem, c'est quoi la po est-ce que quels sont les moyens de communiquer avec les gens qui sont importants pour moi? Mes amis, des ressources de soutien social, ma famille, présentement, là, vous voyez, ce qui nous indique bien qu'on est dans une situation traumatisante, c'est qu'il y a des gens que ça fait des années qu'ils se sont parlé, qui s'appellent ou qui s'envoient un courriel. Ça nous montre qu'on a besoin de s'assurer que tout le monde est OK. C'est bon signe, c'est bon signe. On est des humains, c'est ça. Est-ce qu'on a accès à des soutiens qui sont spécifiques? Moi, si quelqu'un vous dit: «J'ai une religion, bouddhiste ou autre ou, religieuse, catholique» ou comment je peux avoir accès à ça? Comment ça peut venir me faire du bien? C'est toutes des choses que on pense pas toujours, mais là, je vous les rappelle pour, le bien de la situation actuelle. Hem, être consulté, c'est pas parce que je vis un choc post-traumatique que je veux plus que les gens me disent qu'est-ce qui se passe, puis que je veux que les gens prennent des décisions pour moi. Peut-être que je suis âgé, déficient, heu j'ai un traumatisme, X, un trouble neurologique. Ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde décide pour moi. Alors c'est important, laisser le pouvoir aux gens et continuer de consulter et d'informer de vos décisions ou des décisions qui peuvent être prises. Tentez d'aller chercher une collaboration ou un assentiment de l'autre, autant que possible. C'est ça, avoir des informations, compréhensibles et des informations qui ne seraient pas démesurées. Ce qui est important sur les informations, faites attention, là, comme la pandémie dure, on est dans un choc post-traumatique qui s'installe pendant le traumatisme. Alors, il faut choisir des moments et des milieux d'information qui sont sains pour vous. Choisissez, hem, une source d'information fiable, essayez de ne pas en avoir trop et trouvez le meilleur moment pour vous. Évitez les soirées. Tout ce qui est en soirée, avant de vous coucher, enlevez tout ce qui est négatif ou qui peut être triste ou apeurant ou qui va venir à réveiller de l'anxiété. Avant 17 heures, là, trouvez la source d'information fiable pour vous, qui va vous donner vraiment les données, les informations quotidiennes sans et si c'est trop à tous les jours, parce que là, je commence à entendre des gens qui disent: «Ah, tous les jours, c'est beaucoup». Alors, choisissez aux 2 jours, aux 3 jours, qu'est-ce qui est bon pour vous? La bonne source d'information. Faites attention,
aux émissions d'opinion. Qui risquent d'alimenter l'anxiété et le sentiment d'impuissance parce que les émissions d'opinion, ce sont les animateurs qui donnent leur opinion et qui vont écouter l'opinion des gens. C'est bien parce que ça fait ventiler. Par contre, ça ne veut pas dire que ça amène une information objective. Et là, ce qu'on a besoin, c'est de l'information objective parce que du subjectif, on en a beaucoup. Du comment je me sens et comment je vois les choses, chacun a sa version. Faites attention à ça. Collez-vous le plus près de ce qui est santé publique. Ici, on est au Québec. Vous pouvez aller directement sur le site de Santé Québec. Vous pouvez aller sur le site de Santé Canada. Vous pouvez décider d'écouter le point de presse du premier ministre. Alors, vous pouvez décider de choisir ces sources-là, mais soyez assurés d'aller vers des sources fiables et objectives. Et suivez votre rythme à vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Vous n'êtes pas obligé d'écouter tous les jours. Favoriser le sentiment d'autocontrôle, ça, c'est important. Autant pour vous que pour la personne que vous accompagnez. Essayez d'identifier, et là, je parle toujours à l'aidant vers l'aider, mais dans le fond, commencez par le faire pour vous-même. Identifiez vos forces ou vous rappelez vous-même comment vous avez passé à travers des situations difficiles. Quand vous êtes devenu aidant, là, ça n'est un traumatisme. Vous n'avez pas choisi du jour au lendemain, « Ah, tiens, je me lève ce matin, je suis aidant. » Il s'est passé différents événements. Ça peut avoir été progressif, ça peut avoir été soudain. Chacun a son histoire de vie. Mais rappelez-vous que vous avez trouvé des façons de faire pour passer à travers les périodes difficiles. Est-ce que vous êtes allé chercher des ressources? Est-ce que vous avez des gens qui vous ont accompagné là-dedans? Comment vous avez communiqué, vous avez besoin d'aide? Où sont ces numéros de téléphone-là, ces gens-là? Les avez-vous près de vous? Sortez-moi ça, ces choses-là. Là. Vous allez en avoir besoin. Là. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous sentir mieux? Est-ce que c'était d'avoir une demi-heure à vous par jour pour faire quelque chose ou une heure ou une demi-journée? Essayez de trouver qu'est-ce qui vous aide à vous sentir mieux, qu'est-ce qui vous a déjà aidé à vous sentir mieux et cette chose-là doit être encore valide. Peut-être que ça va vous demander plus de ressources. Peut-être que ça va vous demander de réorganiser votre horaire. C'est bien possible, mais c'est important. Quand vous allez avoir fait toutes ces étapes-là pour vous, faites-le pour l'autre. Je vous le dis, là, je vous le rappelle, là, je le dis à tous les gens qui sont présentement dans les soins de santé et services sociaux. Prends soin de toi, guéris-toi, après, tu iras guérir les autres. Si moi, je suis en choc post-traumatique, je pleure chez moi, c'est pas vrai que je mets mon manteau, je prends mon porte-document puis que je m'en vais rencontrer des gens pour leur donner du support. C'est pas la bonne journée pour moi, là. Je vais prendre soin de moi, je vais annuler mes rendez-vous, je vais m'assurer que tout le monde est en sécurité et que quelqu'un peut-être peut prendre la relève et demain, je reprendrai le collier. Il n'y a pas, là, ça peut pas être plus urgent que ça, là. On se calme. Il faut remettre les choses à leur place. On est en pandémie, mais on ne tombe pas en ouvrant la porte. Là. La maladie s'installe de façon un peu sournoise, mais quand même, c'est comme une grippe. Alors, si vous êtes chez vous depuis le début et qu'il n'y a personne qui vient vous voir, vous n'attraperez pas la grippe en faisant le tour de la maison. Là. Si c'est ça qui vous fait du bien, le printemps s'installe. Si jardiner vous fait du bien, préparez vos semis. Vous occupez de vos fleurs. La pandémie n'est pas dans vos fleurs. C'est important. Ce que je veux vous dire là c'est vraiment d'essayer de relativiser replacer les choses dans le bon contexte. Prenez soin de vous, prendrez soin des autres après. Puis si vous n'êtes pas en condition de prendre soin des autres parce que vous avez besoin pour vous, passez le relais à quelqu'un d'autre. Appelez quelqu'un pour dire « Moi, aujourd'hui, je suis incapable. Peux-tu t'occuper de? Merci, je te reparle demain. » Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Sauf si cette personne-là peut vous aider vous-même, dites-lui que vous avez besoin de son aide. Mais voilà. Alors ça, c'est dans les choses toujours importantes. Tout ce que je vous dis, je trouve que c'est important. Bon, c'est important pour moi, c'est important pour vous, c'est important pour tout le monde. Transmettre les bonnes informations. C'est ça. Ça, c'est difficile parce que dès qu'on reçoit une information, on la traite tout de suite avec notre subjectivité. Alors,
quand on a une information, c'est important de vous dire, posez-vous la question, ce que je vais dire à l'autre personne, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai entendu ou c'est ce que je pense qu'ils ont voulu dire? C'est déjà différent. Est-ce que ce que je vais lui dire, ça va l'aider? Et est-ce que l'information que je lui donne, ça va l'aider? Est-ce que ça va nous permettre de passer à autre chose après? On ne peut pas vivre dans l'inquiétude de la pandémie 24 heures sur 24. La vie continue. On continue de respirer, on continue de manger, de bouger, et il faut se rappeler qu'on a du pouvoir sur plein d'autres aspects de notre vie et il faut le récupérer. Je m'excuse, en prenant le pouvoir, je vais prendre aussi de l'eau. Quand il y a des décisions qui sont prises, c'est important de les expliquer. Et quels sont les services qui sont disponibles pour nous aider, comme comment on peut se procurer un masque. Est-ce qu'on peut fabriquer un masque? Ça peut, tout en étant ça donne du pouvoir, ça, sur le traumatisme, de pouvoir développer nous-mêmes des outils pour faire face à cette démarche-là, à ce traumatisme-là. Dites aux gens d'où vient l'information. Ah, j'ai écouté ça au point de presse du premier ministre. Ah, j'ai entendu ça à la radio. J'ai lu dans le journal tout à l'heure. Ça aide la personne à juger par elle-même si c'est pertinent ou pas pour elle. On laisse du pouvoir aux autres. Des messages simples. Pas besoin de se compliquer la vie. Bon, j'ai quelquefois des échanges avec ma mère qui est dans un centre d'hébergement de soins de longue durée. Elle a 96 ans. Elle va quand même assez bien. Pas de troubles neurologiques importants, sauf l'ennui qui est très important et qui va amener un peu de confusion. Quand je lui parle au téléphone ou quand on a un petit vidéo ensemble, c'est comment vas-tu? Est-ce que tu es inquiète autour de toi, des grippes qu'il y a autour de toi? J'ai hâte qu'on se revoie. Vous voyez des petits messages là. Bon, on se reparle bientôt. On sécurise, on informe de comment est la personne, comment elle perçoit les choses, puis on passe à autre chose. Tu comprends pourquoi on ne peut pas se rencontrer présentement. Alors, on souhaite pouvoir être libre bientôt, se promener comme on veut. Ben, ça va peut-être nous permettre de savourer vraiment toutes les facettes de liberté qu'on a et qu'on ne constatait pas. Je pense que ce qu'on peut dire que ça fait vivre présentement, c'est de réaliser comment ma liberté, ma façon de l'exprimer peut enfreindre la liberté de l'autre. Alors, comment je peux me sentir libre en laissant l'autre libre? Le 2 mètres, c'est une façon. Se protéger avec le masque, c'est une façon. De communiquer des bonnes informations, c'est aussi une façon. Excusez-moi. Voilà. Bon, on aide les personnes donc à communiquer avec leurs amis, leur famille. On en parlait tout à l'heure. Bon, ici dans la province de Québec, on a de l'information. Vous pouvez avoir de l'aide d'une infirmière pour tout ce qui touche la santé avec le 811, mais avec le même numéro, le 811, vous pouvez avoir de l'aide sociale. Alors, un intervenant qui vous écoute et qui vous oriente vers la bonne ressource. Ou qui va vous dire oui, je constate que vous vous sentez en détresse. Bon, alors qui va vous écouter tout ce qui est psychosocial. 211, c'est pour vous aider à trouver le bon organisme. C'est un outil de référence. Ici, à l'île d'Orléans, on a l'association bénévole de l'île d'Orléans qui peuvent vous aider au niveau de l'écoute téléphonique, si vous en avez besoin, un soutien téléphonique. De la popote, on a maintenu le service de popote qui peut aussi vous aider dans l'urgence alimentaire si vous avez besoin de ce qu'on appelle parfois un panier alimentaire pour les personnes qui ont de la difficulté présentement à avoir toutes les ressources.
Bon, on parlait aussi tout à l'heure des pratiques religieuses, donc de respecter ça, c'est important. Même si les églises sont fermées actuellement, il y a un monsieur qu'on accompagne au niveau téléphonique qui nous disait qu'il y a un poste de radio. Ici à Québec, ça s'appelle Radio Galilée. Alors, dépendamment des endroits où vous êtes, il y en a peut-être d'autres postes. Et que ça le rassure parce qu'il y a des moments de prière ou il y a des moments où on communique des lectures de Bible ou des choses comme ça, puis ça lui fait du bien dans sa religion à lui. Alors, il y a des moyens d'aller chercher le support qu'on a besoin. Faites une liste de ces ressources-là qui sont bonnes pour vous et gardez-la à vue. Alors, dans ces ressources-là, on a nommé le 811. Il peut y avoir des membres de la famille que vous savez qui sont capables d'intervenir ou de rester calmes si vous avez besoin d'aide, des amis, l'association bénévole. Il y a aussi, bon, si vous êtes un aidant, on va le dire tout à l'heure, il y a Info Aidant. Alors, voilà, on peut, bon, on est rendu au résumé. Bon, alors, vous n'avez pas à devenir un psychologue. Vous n'avez pas non plus à obliger les gens à parler et à vivre leurs émotions, absolument. Oubliez ça. Ce que vous avez à retenir, c'est d'apprendre à être là le plus possible pour les gens, pour votre aidé, pour les gens autour de vous. Juste être là, d'avoir une certaine disponibilité dans vos capacités. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de parler. C'est juste avoir la sécurité que quelqu'un est là pour soi, à quelque part. C'est un cadeau de la vie. Donc, rappelez-vous que votre présence est importante pour les personnes de votre entourage. On ne le réalise peut-être pas. Peut-être que pour vous, il y a des gens qui sont importants dans votre entourage. Bien, c'est le bon moment de leur dire, tu sais que tu comptes pour moi et que de savoir que tu es là, ça me fait du bien. C'est juste ça. Il y a quelqu'un une amie dernièrement, une collègue de travail qui me disait, appelle-moi une fois de temps en temps, ça me fait du bien. Parfait. Mais si je peux pas, moi, c'est important que je lui dise, je ne peux pas ou je peux. Oui, je vais trouver un moment pour t'appeler, mais ne t'attends pas à ce que ce soit tous les jours. Je peux t'appeler peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais je ne fonctionne pas avec un horaire. C'est important de dire votre rythme à vous. Et c'est votre participation à la communauté. Si vous avez l'impression que vous ne faites rien présentement pour aider dans la pandémie, mais ça, c'est important. Il n'y a personne qui peut développer cet emploi-là. Être là pour les autres, ça compte tellement dans l'humanité, partout à travers le monde. Il faut juste apprendre que c'est là une valeur inestimable dans notre communauté et sur toute la planète. On n'est pas obligé de se connaître pour être là pour les autres. Pensez à ça. Donc, en terminant, oui, c'est ça. Donc, les informations que je vous ai données sont tirées de webinaire du RSPQ, RS Santé mentale, donc qui a été diffusé il y a peu de temps pour les intervenants. Je l'ai bien sûr adapté, modifié pour vous accompagner le mieux possible dans ce cheminement-là. Et j'ai aussi pris des sources d'informations dans le DSM-5 que je vous ai parlé au tout début. Vous avez l'adresse du site Internet de l'Association bénévole de l'île d'Orléans à Bio. Vous avez mon adresse courriel si vous avez besoin de communiquer avec moi. Et vous avez dans le bas de l'écran le numéro de téléphone de Info Aidant, qui est de l'appui Capital National. Info Aidant, qui durant la pandémie est disponible 7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Donc, vous n'hésitez pas, dans la province de Québec, on compose le 1-855-852-7784 pour tous les aidants. Alors, même si vous n'êtes pas certain que c'est à eux que vous devriez communiquer, ils vont vous le dire, ils vont vous donner la référence. Et je vous le dis, 9 fois sur 10, vous parlez à une personne directement. C'est rarement un répondeur. Alors, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. D'écouter cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Association bénévole. Ça va vous permettre de savoir à chaque fois qu'il y aura une nouvelle rencontre. La prochaine devrait être le 22 mai.
Donc, toujours à 10h30. Alors voilà, merci beaucoup et à très bientôt.